On a une ville incroyable qui est une ville faite aujourd'hui d'opportunités et que ces opportunités, quelque part, on a le devoir de les concrétiser et de les réussir. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Hanotin, maire sortant de Saint-Denis. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Donc, le but de cet entretien aujourd'hui, ça va être de revenir notamment sur votre mandat, les choix effectués et les perspectives pour la ville à partir des attentes exprimées par les habitants. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais déjà vous demander de vous présenter pour nous. Vous êtes le maire de Saint-Denis depuis maintenant 6 ans, mais certains d'entre nous ne vous connaissent peut-être pas assez. Donc, est-ce que vous pourriez faire une rapide présentation de vous, s'il vous plaît? Écoutez, moi j'ai, attendez, je compte, 47 ans, tout va bien. Je suis effectivement maire de Saint-Denis depuis 2020, également président de Pleine Commune, qui fédère les 7 villes autour de Saint-Denis, et notamment sur tous les sujets qui a trait à l'espace public et aux espaces verts en particulier. Il y en a d'autres, mais on va dire que c'est le gros bloc de Plenco avec toute la politique d'aménagement. J'habite à Saint-Denis depuis 2008. J'étais avant habitant de l'île Saint-Denis depuis 2004. 2004, c'est ça. Que vous dire, j'ai 3 enfants, presque 4 parce que j'ai une belle-fille évidemment. Mes petits derniers, ils ont 11 ans, c'est des jumeaux. Et puis très récemment, j'ai adopté une petite chienne qui a maintenant 7 mois, qui fait beaucoup de balades justement urbaines dans toute notre ville. Je vais vous poser la question suivante. Comment allez-vous aujourd'hui en tant que maire? En tant que maire, je vais très bien parce que ce mandat il se termine et on a clairement été élu pour, comment dire, pour transformer la ville de Saint-Denis avec un programme qui disait cela et puis avec une vraie, comment dire, un vrai sentiment qu'il fallait absolument cesser la dégradation, la spirale de dégradation dans laquelle était tombé Saint-Denis. Et j'ai le sentiment que, bien sûr, si tout n'est pas réglé, qu'on a fait de très grands pas dans ce sens. Et donc, c'est plutôt fier de ce bilan que l'on a mené avec toute mon équipe qu'aujourd'hui je me présente devant vous. Justement, parlant de ce bilan, quel moment du mandat vous a le plus marqué et comment décririez-vous l'évolution de Saint-Denis ces dernières années? Le plus marqué positivement, négativement, les deux? Les deux. Les deux. Positivement, j'ai quand même envie de vous dire les incroyables Jeux Olympiques et Paralympiques qu'on a tous et toutes vécus, en tout cas tous ceux qui ont fait le choix de rester à Saint-Denis pendant l'été 2024. Ils ont eu raison. Ça a été un moment exceptionnel de ferveur, de partage, et puis de fierté pour notre territoire qui a su être au rendez-vous. Grâce à cet événement, on puisse un peu fendre l'armure de la stigmatisation, montrer ce que nous sommes réellement. Les plus mauvais souvenirs, alors c'est difficile parce que moi j'ai tendance dans ma vie à me concentrer beaucoup sur le positif et puis à toujours être quelqu'un qui voit devant. Et mais ce qui est difficile quand on est maire, c'est toujours les drames. Je pense que le moment le plus terrible pour moi, ça restera quand on a eu 2 jeunes qui sont morts lors d'une rixe, enfin lors de 2 rixes il y a 2 ans maintenant, un au centre-ville, l'autre devant le lycée Bartholdi. Dans un des 2 cas, c'est moi qui ai dû annoncer à la maman que son fils était décédé. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me marquera à vie, quoi. Est-ce que les habitants ressentent concrètement ces changements au quotidien? Dans quel domaine, par exemple? Une question qui est très très large, parce que les changements, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a choisi, quand on est arrivé justement, un peu de lancer cette transformation, j'allais dire tout azimut. Il n'y a pas un secteur de l'action municipale qu'on n'a pas essayé de revisiter pour améliorer. Il y a des endroits où on a vraiment réussi de manière manifeste, évidente. Il y a des endroits où il y a encore du travail. Évidemment. C'est aussi pour ça qu'on se représente aux élections, parce que l'action de transformation, elle n'est finalement jamais terminée. C'est
perpétuelle évolution. Des exemples de choses qui vont à l'évidence mieux qu'avant. On pourrait parler de la lutte contre l'habitat indigne. Aujourd'hui, on a construit une direction qui comptait 8 personnes quand je suis arrivé. Il y en a 52 au moment où je vous parle. La moitié des procédures pénales contre les marchands de sommeil du département viennent de Saint-Denis. On a accéléré drastiquement notre capacité à résorber l'habitat indigne, mais on part de tellement loin que, évidemment, tout n'est pas résolu. On a aujourd'hui 4500 logements qui sont classés comme potentiellement indignes, mais on a, au moment où je vous parle, 1000 logements qui eux, ont basculé, qui sont murés, qui sont évacués, qui sont vidés. Le reste à charge pour la résorption de l'habitat indigne, pour la commune, on parle de plus de 100 000, 120 000 euros par logement, après subvention. Faites le calcul fois 1000, ça fait des sommes qui sont tout simplement colossales, qui sont devant nous en dizaines et dizaines de millions d'euros. Et donc pour ça, oui, on a besoin de continuer à être aidé. Donc ça va mieux là-dessus, et ça va mieux aussi, évidemment, sur des problématiques de quotidienneté. Je pense à la question de la propreté. Chacun peut le constater. Évidemment que la situation n'est pas parfaite. Mais encore une fois, il faut essayer de se rappeler, même si c'est difficile, de là d'où on part. Quand on est arrivé, il y avait des tas d'ordures qui traînaient dans la rue, parfois pendant une semaine, pendant 10 jours. Tout cela, ça n'existe plus. Et en partie grâce aux citoyens et aux citoyennes qui s'engagent, notamment avec l'application Bien-Vu. Grâce à cette application, grâce aussi à l'engagement de nos agents, eh bien, aujourd'hui, la ville est beaucoup plus propre que ce qu'elle n'était, même s'il reste encore, évidemment, beaucoup de mauvais comportements. C'est pour cela qu'on veut, par exemple, aussi, on l'a annoncé il y a quelques semaines, là, développer maintenant la vidéo-verbalisation des déchets sauvages, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les habitants et les habitantes qui payent pour quelques-uns qui dégradent l'espace public. Qu'est-ce qui s'est grandement amélioré aussi évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la sécurité. 160 agents aujourd'hui qui travaillent au service de tous les habitants et les habitantes, avec 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un numéro de téléphone, le 3055. Ce numéro de téléphone, il a été utilisé l'année dernière par 55 000 personnes qui l'ont appelé. Il y a 150 000 habitants dans la commune nouvelle. 55 000 appels, pour qu'on voit la proportion. Ça a déclenché plus de 33 000 interventions sur le terrain, dont par exemple plus de 500 interventions de secours aux personnes, où il y avait un danger immédiat dans l'espace public, c'est-à-dire plus d'une par jour. C'est une réalité. Les délits liés au narcotrafic, ils ont baissé de 10% dans la commune, sur des problématiques beaucoup plus quotidiennes, notamment je pense au vol dans la rue, au vol avec violence, les arrachages, les téléphones qui sont volés. Eux, c'est 70% de baisse qu'on a constaté durant tout mon mandat. Quelle a été la vraie nouveauté à Saint-Denis depuis 6 ans? La seule vraie nouveauté, c'est effectivement l'avènement de cette nouvelle police municipale qui a permis d'avancer sur tous ces items. On peut parler aussi évidemment de tous les sujets relatifs à l'éducation. En 6 ans, on a réussi à multiplier quasiment par 4 le budget d'entretien des écoles pour le passer de 1,5 million par an pour 70 écoles à l'époque à 6 millions maintenant, intégrant aussi les écoles de Pierrefitte, 6 millions et demi. Donc c'est pour 90 écoles. Donc mettons qu'on l'a multiplié par 3 à périmètre constant. C'est des rideaux réparés, c'est des poignées de porte cassées, c'est des isolations qui sont refaites et où on améliore les choses effectivement petit à petit. Et il y a au moins un mandat, si ce n'est plus, de rattrapage qui est encore devant nous avec le même rythme. On a été aussi un peu ralenti parce qu'on a été contraint, ce qui n'est pas normal. Je pense en particulier à la plaine Saint-Denis, de devoir faire des millions d'euros de travaux dans les 5 écoles les plus récentes de la ville. Et bien là, parce que ces écoles avaient été mal réalisées sous le mandat de mes prédécesseurs, eh bien, on est contraint d'intervenir. Mais l'investissement de la municipalité, c'est évidemment pas limité au champ bâtimentaire. Aujourd'hui, Saint-Denis est la plus grande ville de France qui offre la cantine gratuite à ses enfants. C'est un vrai choix pour que l'ensemble des enfants, toutes classes sociales confondues, puissent manger ensemble sans avoir le frein financier derrière. Et ça permet aussi de travailler à la fois sur leur sociabilisation, mais également, disons-le, qu'ils soient dans de meilleures conditions pour étudier l'après-midi à l'école. Pour clôturer ce chapitre, j'aimerais revenir sur la fusion qui a eu lieu l'année dernière entre Pierrefitte-sur-Seine. Au 1er janvier 2025. Donc oui, il y a Oui, c'est ça. plus d'un an déjà maintenant, entre Pierrefitte-sur-Seine
et Saint-Denis. Ouais. Quel est le premier bilan que vous pouvez faire de cette fusion? On a fait un sondage l'été dernier avec la municipalité et on a une majorité, alors pas une unanimité, mais on a 57% des gens qui nous ont dit qu'ils approuvaient cette logique de fusion. Il y avait un caractère, je disais, de rattrapage de services publics. Ils n'avaient pas de police municipale qui marchait la nuit, maintenant ils en ont une. Ils n'avaient pas la cantine gratuite, on est en train de la déployer. Ça va mettre 4 ans, comme à Saint-Denis, pour le faire. Ils n'avaient pas de service d'habitat indigne, maintenant ils en ont un. Vous voyez, donc il y a cette dimension un petit peu on-off côté Pierrefitte. J'aimerais justement revenir sur cette commune nouvelle. Beaucoup d'habitants insistent sur le fait que cette décision a été prise sans consensus. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je dis juste que le consensus n'existe pas, parce que c'est pour ça qu'on fait des élections, qu'on élit une majorité pour prendre la décision. La loi, elle dit une chose très simple, c'est que cette décision, elle appartient aux conseils municipaux, seul représentant légitime du peuple, qui s'est exprimé massivement ou pas, peu importe, mais lors des élections. On n'a pas du tout fait les choses en catimini, on les a même annoncées dès qu'on avait eu le temps de valider leur pertinence. Et donc il s'est passé entre le moment où on a parlé pour la première fois et la réalité de la commune nouvelle au 1er janvier 2025, il s'est passé près de 20 mois pendant lesquels de très nombreuses initiatives ont été prises, dans lesquelles on a fait de très nombreuses réunions. Il n'y a pas toujours eu beaucoup de monde, c'est vrai, mais en tout cas, la possibilité de venir s'exprimer, poser des questions, elle était là. Il y a eu 2 fois des votes aux conseils municipaux, qui à chaque fois ont été positifs. Il y a eu également un vote positif des organisations syndicales, notamment dans leur instance, le CST, à la majorité à Saint-Denis et à l'unanimité dans la ville de Pierrefitte. Tout ça nous a amené justement à conduire ce modèle. Et moi, je l'ai dit, une des choses qu'il y aura dans cette élection, c'est aussi finalement la validation de ce projet ou pas. Mes prochaines questions abordent les sujets de la citoyenneté et de la gouvernance. Quelle place doivent vraiment avoir les habitants dans les décisions municipales? Quand on est élu du peuple par une élection, on est dans un système où on a la légitimité pour agir. Mais je ne connais pas un élu qui veut se dire « bon, je suis élu, maintenant j'ignore ce que disent les habitants ». Quand on a fait des réunions de concertation, d'abord, dans les réunions, les gens étaient plutôt, en tout cas, interrogatifs, mais ouverts au fait d'y réfléchir. Mais reconnaissons qu'il y avait 50, 100, la plus grande, il y a dû y avoir 250 personnes. On parle de 150 000 habitants dans la ville. Donc, est-ce que c'est ceux et celles qui font le choix de venir aux réunions, est-ce que leur voix, elle doit avoir une portée beaucoup plus importante que celles qui disent moi, je n'ai pas le temps de venir aux réunions, mais c'est aussi pour ça que je vote, c'est pour justement confier ma voix pendant 6 ans à des élus. Moi, j'entends un certain nombre de critiques qu'il y a eu sur le fait que nous serions allés trop vite en permanence, finalement plutôt que de ne pas écouter, mais de ne pas prendre le temps d'assez bien écouter ou d'assez concerter ou de faire émerger un certain nombre d'idées. On a essayé de le faire, on n'a probablement pas tout bien fait, c'est clair. Moi, je pense que ça tient à la nature des choses, notamment que ce premier mandat, qui était un mandat d'urgence en termes de transformation, pour casser, ce que je vous disais tout à l'heure, la spirale de dégradation dans laquelle était tombé Saint-Denis, il y avait une forme de course de vitesse. Il y avait des objectifs, on avait fait un mandat dans lequel il y a eu la Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques et paralympiques, l'arrivée de la gare du Grand Paris Express à Pleyel. Tout ça était des contraintes qu'il a fallu appréhender. Et évidemment, je ne parle même pas de celle du Covid qui a duré quasiment pendant la première année et demie du mandat. Bien volontiers, moi je pense qu'il faut qu'on arrive à s'améliorer sur une meilleure prise en compte des aspirations des habitants, tout en reconnaissant que ce n'est pas en faisant 2 heures de réunion un jeudi soir qu'on écrit un projet par exemple de renouvellement urbain, mais que pour autant il faut recréer des espaces non seulement de dialogue, mais aussi de codécision. Vous l'avez évoqué dans vos réponses précédentes, la ville a énormément changé ces dernières années. Certains parlent même de gentrification orchestrée par la municipalité. Comment voyez-vous l'avenir de Saint-Denis ? Bon, d'abord, je me permets, je pense qu'il faut aborder ce sujet. Est-ce qu'il y a une gentrification ou pas à Saint-Denis ? Et qu'est-ce que c'est la gentrification ?
Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une gentrification à Saint-Denis. La gentrification, c'est un phénomène de remplacement où on prend des habitants qui habitaient là, on les fait partir et on en met d'autres à la place. Dans ce mandat, la réalité des chiffres, on a fait passer le logement social, ce qu'on appelle le taux SRU. C'était 52% quand on est arrivé aux responsabilités. Aujourd'hui, on est à 55%. Donc la proportion de logements à caractère social dans la ville, elle a augmenté. La réalité, c'est que la question de la paupérisation de Saint-Denis n'est pas derrière nous. Dans le même temps que dans les statistiques, la population de Saint-Denis a continué de s'appauvrir un petit peu durant le mandat qui est le mien. Simplement, on s'est moins appauvri que d'autres. Donc, j'ai dit, on a réussi à freiner un peu la paupérisation de la ville. On ne l'a pas encore complètement endiguée. Il faudra encore du travail devant nous pour justement arriver à cette ville équilibrée. J'aimerais revenir sur le volet sécuritaire. Vous avez évoqué précédemment que les moyens de la police municipale ont été augmentés sous votre mandat. La police municipale est parfois accusée de dérive ou d'excès. Comment vous réagissez à ces critiques ? Moi, je suis un homme de gauche et je pense qu'on peut être de gauche et conduire une politique de sécurité ambitieuse. Oui, dans notre pays, on est confronté à une montée en charge des violences, et c'est pas policière, de la violence en général. Et donc, on a besoin d'une réponse républicaine, d'ordre et de fermeté qui est en mesure de faire respecter un certain nombre de règles. Mais cet ordre, cette fermeté, elle ne doit s'exercer que dans un cadre républicain et qu'en respectant des valeurs tout simplement humanistes. C'est vraiment dans cette approche que nous avons construit la police municipale de Saint-Denis. On a énormément de processus de contrôle, de vérification, parce que qui donne du pouvoir doit aussi avoir du contrôle derrière pour éviter les abus de pouvoir. Dès qu'il y a eu des signalements sur les mauvais agissements de la police municipale, des enquêtes qui ont été menées. Il y a même eu un certain nombre d'agents. D'ailleurs, il y a eu des plaintes. Aucune d'elles n'a abouti, à ce stade, en tout cas. Après, il est vrai, et je ne vous le cacherai pas, que, peut-être juste pour vous parler quand même 2 secondes avant de conclure là-dessus, mais on a mis en place des processus, par exemple, de protection qui n'existent nulle part ailleurs dans aucune police municipale, mais y compris, même pas forcément la police nationale. L'ensemble de nos agents sont équipés, par exemple, de caméras piétons. Et pour vous donner un seul exemple, quand un policier sort son arme de service, son pistolet, ça déclenche automatiquement non seulement la caméra du porteur, sans qu'il ait rien à faire, et obligatoirement, j'allais dire, mais aussi l'ensemble des caméras qui vont se retrouver dans un périmètre d'une dizaine de mètres autour de l'agent. Ça déclenche notamment la vidéo, mais également le son. Et donc, en fait, c'est aussi à la fois une manière de un sujet de contrôle, mais c'est aussi, la plupart du temps, pour protéger les agents, parce qu'ils interviennent, l'immense majorité, à bon escient, évidemment, et donc on veut pouvoir les protéger et avoir des preuves à l'appui. Vous savez que l'année dernière, je vous ai dit 55 000 appels, 33 000 interventions sur le terrain. Sur ces 33 000 interventions, je vais vous poser une question, vous en avez posé beaucoup. Est-ce que vous sauriez me dire combien d'interventions ont nécessité l'usage d'une arme, pas que le pistolet, mais la gazeuse, le pistolet électrique, le lanceur de balles de défense, bref. Est-ce que vous avez une idée ? Du tout. Vous n'avez pas d'idée. C'est normal, c'est une question un peu piège. Je m'attendais à ce que vous disiez ça et c'est normal. Sur 33 000 interventions, c'est 0,36% des interventions qui ont nécessité l'usage d'une arme. C'est-à-dire que dans 99,6% des interventions, les policiers sont arrivés sur place et n'ont pas eu à utiliser une arme pour faire cesser le trouble, etc. Par contre, effectivement, dans un petit nombre d'interventions, ils se retrouvent face à des individus qui eux-mêmes sont armés ou eux-mêmes sont dangereux ou sont dans des situations de rixe, de regroupement qui fait qu'il faut faire cesser un trouble très vite. Ceci étant dit, je vous le disais, quand il y a eu des signalements, on les a toujours fait les enquêtes et ça m'est arrivé de mettre des sanctions. Parce que je ne vous dirais pas qu'il y a eu non plus 100% que de comportements exemplaires, mais moi je peux aussi comprendre quand un agent, qui est un être humain, à un moment donné, quand il est soumis à une pression qui parfois est terrible, ça peut lui arriver de faire un mauvais choix. Quand on est dans cet ordre-là du mauvais choix, ça nécessite un recadrage, ça peut nécessiter une sanction.
Ça m'est déjà arrivé, effectivement. Je préfère toujours mettre des petites sanctions sur les petits problèmes, ça évite d'en avoir des gros. Et quand il y avait un certain nombre d'agents qui, chez nous, n'avaient pas mordu la ligne, mais avaient des mauvais comportements, eh bien, très clairement, on leur a demandé de partir. Parce que moi, je ne veux avoir que des agents qui partagent la philosophie du projet, d'une police de proximité engagée. Ça, c'est une certitude. La police de Saint-Denis, la police municipale, elle doit pouvoir aller partout, dans tous les quartiers, et elle doit pouvoir répondre aux sollicitations de l'ensemble des habitants. Mais avec, encore une fois, cette exigence républicaine comme quelque chose de majeur. On est dans une ville qui est assez jeune, on a beaucoup de jeunes ici. J'aimerais évoquer le sujet du décrochage scolaire avec vous. Quel est le plan d'action de la ville sur ce sujet ? D'abord, on y contribue modestement, puisque, évidemment, le sujet du décrochage scolaire, il est en premier lieu de la responsabilité d'abord de l'État, évidemment, avec l'éducation nationale, ensuite quand même des familles, évidemment, et nous, on doit être là pour essayer d'aider, de proposer des dispositifs pour que les choses se passent au mieux. Déjà, on soutient, par exemple, financièrement, les dispositifs, par exemple, d'encadrement des collégiens quand ils sont exclus du temps scolaire. On sait que les moments d'exclusion, c'est des moments particuliers qui sont des moments qui facilitent le basculement vers parfois la délinquance notamment. Et moi, je souhaite qu'on puisse aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui sur tous les dispositifs d'accompagnement, d'aide aux devoirs notamment. C'est absolument crucial pour essayer parfois de compenser une forme d'inégalité des chances quand à la maison, on n'a pas forcément quelqu'un qui peut justement accompagner tout cela. On y pense pour le primaire, on y pense aussi pour le collège, avec notre volonté de créer finalement une sorte d'accueil de loisirs, mais qui serait très orienté autour notamment de l'aide aux devoirs, qui pourrait se dérouler dans les collèges, après les cours, chaque jour, en partenariat avec le département et l'éducation nationale. C'est en tout cas une des choses que nous ferons. On essaye aussi, évidemment, d'agir, on n'est plus trop sur le décrochage, mais pour éviter tout ce qui a été un des drames de ce mandat, notamment les phénomènes de RICS. On vient par exemple de créer, au dernier budget, au mois de novembre, un nouveau service de médiateur scolaire. Et donc du coup, c'est un service de 6 personnes qu'on vient de créer dans les services de la ville et qui se déploie petit à petit tout au long de l'année 2026 en complément de notre action en termes de prévention spécialisée qui est menée à Saint-Denis par la très belle association Canal, qui d'ailleurs a ses locaux à la Plaine et que je salue, et qui élargira là aussi son périmètre dans les prochaines semaines au dernier grand quartier qui n'était pas couvert par la prévention spécialisée, le quartier Gabriel Péri, dont on sait qu'il est très très touché par la question des narcotrafics. Comment comptez-vous associer cette jeunesse aux décisions de la commune ? D'abord, pour moi, pour les jeunes majeurs, je les considère comme des citoyens à part entière. Donc tout ce que je vous dis tout à l'heure sur le budget participatif, sur les conseils d'usagers, ils y ont évidemment toute leur place. Pour ce qui concerne les mineurs et en particulier les ados, les collégiens, lycéens, on veut créer un truc qui marche à Pierrefitte pour le coup, dont on veut s'inspirer. C'est un vrai conseil des collégiens où chaque établissement enverrait un certain nombre de délégués pour avoir une approche non plus à l'échelle de l'établissement, mais à l'échelle de la ville, sur quels seraient leurs souhaits d'accompagnement de la commune sur des projets. Enfin voilà, donc toutes ces choses-là, on va les mener. On va essayer de développer aussi à l'échelle des établissements des conseils d'usagers. Dans les espaces jeunesse, par exemple, dans les ludothèques, on aimerait voir émerger ces conseils d'usagers qui nous permettraient peut-être de mieux positionner à la fois l'action municipale et de voir un certain nombre d'améliorations. Vous avez fait le choix de fermer 3 espaces jeunesse ces dernières années et vous avez évoqué le projet de nouveaux lieux. Alors, je me permets de vous corriger, on n'a pas du tout fermé 3 espaces jeunesse. Ou sinon, vous me dites lesquels, mais moi, je ne les connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Je vous dis, on n'a pas fermé 3 espaces jeunesse. Okay. On a fermé un espace jeunesse, celui du centre-ville, mais qu'on a transféré en fait à Diez, parce qu'on l'a fermé quand on en a ouvert un autre. Donc en fait, il y en avait 13, à la fin, il y en avait 13. Et j'ai assumé d'en fermer un,
effectivement, c'est l'espace jeunesse péri, parce que la proximité du trafic de drogue rendait honnêtement les choses absolument impossibles. Et je vous le dis, moi, je ne pouvais pas regarder les familles en face en leur disant « confiez-nous vos enfants, ils seront en sécurité ». Et donc, à partir du moment où on est dans cette situation-là, honnêtement, l'exercice du service public n'était plus possible. Il s'avère qu'on avait en plus 2 autres espaces jeunesse à proximité qui ont permis d'assurer la continuité de service, celui de Denay-Belleville et celui de Diez. Donc il n'y a pas eu du tout 3 espaces jeunesse qui ont fermé durant mon mandat. Je pense qu'on s'est trompé sur l'espace jeunesse centre-ville. On s'est trompé parce que manifestement, quand on a dit on ferme celui-là pour ouvrir celui de Diez, il faut dire que l'espace jeunesse centre-ville était quand même dans un état qualitatif, c'était pas terrible, ça donnait pas très envie d'y aller, et celui de Diez était pour le coup vraiment bien. Mais force est de constater que les jeunes du centre-ville ne sont pas allés à Diez et n'y vont pas plus aujourd'hui. Et donc, je souhaite que dans le prochain mandat, nous réouvrions dans le centre-ville, notamment un nouveau lieu dédié à la jeunesse qui permette à chacun et à chacune des habitants jeunes du centre-ville de se croiser et de participer à l'animation justement de notre espace commun. Si un jeune dionysien regardait cette interview, qu'est-ce que J'espère qu'il y en aura. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? J'ai envie de lui dire une chose, c'est que on a une ville incroyable. On a une ville incroyable qui est une ville faite aujourd'hui d'opportunités, et que ces opportunités, quelque part, on a le devoir de les concrétiser et de les réussir. Parce que moi, je me souviens de M. Bardella qui disait, il y a 18 mois, lors des élections européennes, une phrase terrible: « Je ne veux pas que la France devienne comme Saint-Denis ». Et moi, j'ai envie qu'on lui fasse la démonstration inversée et que notre territoire il soit de plus en plus attractif. Il est exceptionnel aujourd'hui, mais il a un potentiel devant lui qui est absolument incroyable, et ça ne dépend bien sûr pas que de nous, mais ça dépend aussi de nous, les habitants de Saint-Denis, les Dionysiennes, les Dionysiens, les Pierrefitttois, les Pierrefitttoises maintenant, pour savoir déclencher ces opportunités et en faire des réalités derrière. Passons au chapitre suivant, si vous le voulez bien. On va évoquer le commerce et l'économie locale. Quelle est la stratégie de développement commercial de la ville et comment expliquer le manque de commerce de proximité dans des quartiers comme la Plaine, par exemple? C'est une bonne question. Tout d'abord, ça s'explique d'une manière très simple. C'est que ce n'est pas la mairie qui décide d'implanter ou pas des commerces. C'est un commerçant qui choisit d'investir son argent parce qu'il pense qu'il va gagner de l'argent. On a réussi à réimplanter une boucherie dans un quartier parce que beaucoup d'habitants me le demandaient. On s'est galéré. Alors, c'était pas à la Plaine, c'était rue Auguste Poulain. Et en fait, la boucherie, elle a tenu 4 mois, 5 mois, parce qu'en fait, les gens, ils voulaient une boucherie théoriquement, mais après, ils n'étaient pas prêts à aller faire leurs courses là-bas. Ce qui est un peu différent avec la Plaine, c'est que pendant 20 ans, toutes ces questions-là, elles n'ont pas été pensées. Et quand on a refait des aménagements urbains, par exemple, on n'a pas créé des cellules commerciales. Donc, vous avez beau faire ce que vous voulez. Quand au rez-de-chaussée, il n'y a pas de commerce, là, même si vous trouvez quelqu'un qui a envie de venir, il ne peut pas, parce que les choses n'ont pas été bien pensées. La Plaine, pendant des années, n'a pas été pensée finalement comme une centralité propre au sein de la ville de Saint-Denis, mais plutôt comme un morceau un peu extérieur, finalement, qui, par le développement de grandes zones d'habitation et surtout de grandes zones de bureaux, en fait, servait à financer un peu tout le reste. Donc nous, on essaie de corriger ça. C'est toujours plus dur de corriger que de bien penser. On essaie de ne pas faire les mêmes erreurs dans les nouveaux bâtiments qu'on est amené à construire. Je prendrai par exemple l'exemple du bâtiment Time, dont vous pouvez voir les travaux qui ont commencé à côté de l'ancien immeuble des JO, le bâtiment Pulse qui accueille aujourd'hui le département de la Seine-Saint-Denis. Et bien, dans ce bâtiment, au rez-de-chaussée, on aura un Picard surgelé, parce qu'on a réussi à convaincre Picard de venir s'installer à la Plaine, et on aura aussi le déménagement du centre municipal de santé, le CMS, qui est aujourd'hui rue des Petits Cailloux, et qui, avec ce déménagement, va doubler sa surface, et donc doubler sa capacité d'accueil de médecins. Ça sera une offre de service public de santé 2 fois plus importante que ce qu'elle existe au moment où je vous parle. Vous avez notamment, plus vers le milieu de la Plaine, la ZAC Montjoie, aujourd'hui, au niveau du campus Condorcet. On va construire un nouveau morceau de quartier, et notamment, on a prévu de réserver une grande surface
pour le coup, entre 1000 et 1500 mètres carrés, qui soit dédié à une grande surface alimentaire de type de celle qu'on a fait à Pleyel. À Pleyel, on a permis de faire arriver un Intermarché qui quand même change la vie des habitants. Il manque une grande surface de cette typologie, Intermarché ou un autre, hein, vous avez compris, peu importe, mais qui arrive ici à La Plaine. Et ben ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui lancées et que nous ferons dans les 3 prochaines années. Actuellement, on se trouve dans le quartier de la Plaine, qui est un quartier qui est assez attractif, qui accueille de nombreuses entreprises. Mais ces dernières ont encore du mal à embaucher des habitants du territoire, malgré les chartes mises en place dans le passé. Comment vous pouvez expliquer cela? Bon, ça s'explique de manière extrêmement simple. Et chacun va bien le comprendre. C'est que pendant des années, on a créé, en fait, sur la Plaine, c'est ce que je disais tout à l'heure, essentiellement de l'immobilier de bureau. Donc, quand vous créez de l'immobilier de bureau, et quand vous créez en plus des grands bâtiments d'immobilier de bureau, c'est quoi votre cible d'entreprise pour être attractif? Ben, c'est les sièges sociaux des entreprises. Un siège social, ben, il existe ailleurs, il a une opportunité foncière, et donc quand il déménage, il vient avec ses salariés. En fait, la création nette d'emplois, elle est marginale, puisque c'est du déplacement d'emplois, ce n'est pas de la création d'emplois. Moi, j'ai choisi de mettre un énorme coup de frein, un énorme arrêt à cette politique-là, parce qu'elle n'avait pas de sens dans la construction de la ville. À Pleyel, l'hôtel H4, quand il a ouvert ses portes pour les JO, on a réussi à faire en sorte que 60% des employés de H4, 240 sur 400, soient des gens du bassin économique local, à savoir Plaine Commune. 60%. On a créé 240 emplois nets. Et pas que des emplois de gardiens ou des emplois de ménage, etc. Il y a eu tous les types d'emplois. Il n'y a aucun emploi qui est comment dire... Il n'y a pas de bons et de mauvais emplois, mais je veux quand même insister sur le fait qu'il y a aussi des emplois de cadres, par exemple, qui ont été recrutés et qui ont pu bénéficier à des Dionysiennes et Dionysiens qui avaient fait des études, qui ont pu y accéder. Vous savez, quand je suis arrivé, moi, j'avais dans les cartons un projet qui avait été racheté par une emprise qui avait été rachetée par mon prédécesseur, une fortune, ce qu'on appelait à l'époque la zone AB Production. Vous voyez forcément de quoi je parle. C'est là où, rue de la Métallurgie, c'est là où les anciens studios AB, où historiquement était tourné le Club de Dorothée et où a été tourné le premier Loft Story. La télé-réalité a commencé à Saint-Denis. Les gens ne le savent pas tous et toutes. Ben, ces studios, quand je suis arrivé dans les cartons, ce qui était prévu, c'était de les démolir. Purement et simplement. Pour faire quoi? Un peu de logement et beaucoup de bureaux, parce que ça avait été acheté très cher. Donc on a été, avec les porteurs de projets, chercher 15 millions d'euros qui ont permis de viabiliser le projet. Et aujourd'hui, ça va être un investissement de 35 millions d'euros pour non seulement maintenir les studios, mais pour développer, multiplier quasiment par 2 la capacité de tournage. Et donc derrière, c'est des vrais emplois. Et il y a acteurs, bien sûr, mais pas que. Enfin, je veux dire, c'est tous les métiers autour du cinéma, pour lesquels, c'est ça le pire, en plus, on a des formations ici à Saint-Denis. Le lycée Sugère, exceptionnel, évidemment, avec ses formations audiovisuelles. Paris 8, en termes de recherche, les gens ne le savent pas tous, mais c'est à Paris 8 qu'a été inventée la caméra 3D. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'héritage des Jeux Olympiques dans notre pays. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour le territoire et pour les habitants ici? Alors, en tout cas, ceux qui vous disent que ça n'a rien changé, franchement, j'ai l'impression qu'ils n'ouvrent pas beaucoup les yeux. Parce que physiquement, les choses ont changé. On est à la Plaine. Comment ne pas penser en premier lieu à l'incroyable piscine olympique? Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller. Non, pas encore. Pas encore. Il faut. Moi, j'y vais presque tous les dimanches avec mes enfants. Ils adorent. Je vous conseille le plongeoir. Personnellement, moi, j'ai fait le 3 mètres, mais à partir du 5 mètres, j'ose plus. Eux, ils y vont, hein, mais c'est en libre accès, donc n'hésitez pas. Le village olympique, un morceau de quartier entier qui s'aménage avec une école, avec une crèche, avec des réaménagements de voiries, avec la reconquête de la Seine aujourd'hui, avec l'enfouissement de lignes haute tension, avec la construction d'un mur anti-bruit le long de la A86, avec la création de 10 km de pistes cyclables, puis l'aménagement de ponts, de passerelles entre Saint-Denis et l'île Saint-Denis, mais aussi entre le Stade de France et le centre aquatique olympique, mais aussi entre le Stade de France et le quartier des Francs-Moisins, avec rappelez-vous, un pont tournant qui ne tournait plus depuis des années et des années. Et donc là, on a recréé, justement, grâce au JO, parce qu'on a su, c'est le rôle d'un maire,
on a su saisir toutes les opportunités qui se présentaient à nous. Ça, c'est pour le changement physique du territoire. Et je n'en ai pas parlé, mais évidemment, la création ou la rénovation de la majorité de nos espaces sportifs. En plus du CAO, c'est une deuxième piscine, Annette Kellerman, à la frontière entre Saint-Denis et La Courneuve, qui est exceptionnelle. Là encore, si vous ne l'avez pas utilisé, il y a un truc vraiment exceptionnel à faire. Surtout, là, on est en hiver. C'est un des seuls endroits d'Île-de-France où vous pouvez nager dehors. Il y a un bassin nordique, l'eau est chaude et vous nagez dehors. C'est vraiment exceptionnel, surtout dans une zone arborée comme ça. Mais c'est aussi le stade annexe qui a été complètement rénové. C'est aussi le stade de l'Aune avec le Palais des Sports qui est tout neuf. Et franchement, on y a fait, vous étiez nombreux à y être pour la finale de la CAN. C'est quand même autre chose d'être accueillis dans ces conditions-là, sans parler de ceux qui effectivement pratiquent le sport. Je pense au judo, je pense à la boxe, évidemment, où les pratiques étaient vraiment assez indignes avant, et maintenant on est quand même un peu au top niveau. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes ici qui ont du mal à se loger, qui aimeraient voler de leurs propres ailes et donc quitter le cocon familial. Et c'est assez difficile pour eux. Ils sont même parfois invités à s'installer autre part que la plaine, voire en dehors de Saint-Denis. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceci? Comment aider La question du logement, elle est à la fois absolument cruciale et absolument terrible, parce que les chiffres ne mentent pas. Et pourtant, Saint-Denis est une ville qui continue de construire des logements. On a très concrètement, par exemple dans ce mandat, construit aux alentours de 3500, 4000 nouveaux logements, toutes catégories de logements confondues. Ça montre qu'on reste un territoire très dynamique en termes de construction. Pour autant, quand vous regardez en logements sociaux, quand vous avez enlevé les différents contingents, parce que souvent on voit un immeuble, mais ce qu'on n'imagine pas, c'est que dans un immeuble, la moitié des logements, c'est l'État qui décide à qui les attribuer, puisqu'il cofinance le logement social, qu'une partie de ces logements doit aussi être réservée aux bailleurs pour mener sa politique interne de mobilité. Parce que oui, il nous faut des logements aussi pour une famille avec un enfant de 18, 25 ans, donner la capacité à partir de chez ses parents, ou pour les problèmes de séparation, de divorce, par exemple, ou pour toute autre situation de vie, et en particulier pour abriter notamment les femmes victimes de violences. Donc on a besoin de mobilité au sein du parc. À la fin, quand vous enlevez tout ça, quand vous faites aussi, vous enlevez le logement privé, les logements sociaux qui restent disponibles pour les nouveaux entrants, c'est dans les bonnes années 250 logements. Est-ce que vous savez aujourd'hui, à l'échelle de la commune nouvelle, combien nous avons de demandeurs qui sont de notre territoire? Je ne parle pas de gens qui demandent Saint-Denis dans toute l'Île-de-France. Ils sont combien? 12 000. Il y a 12 000 demandes actives, 50 000 si je compte tous ceux qui en Île-de-France demandent Saint-Denis. Mais concentrons-nous sur les Dionysiens et Dionysiennes, et Pierrefitois et Pierrefitoises. 12 000 demandes actives. Dans ces demandes actives, on en a, entre 2 000 3 000 qui ressortent pour diverses catégories, ce qu'on pourrait qualifier d'une urgence. Soit parce qu'ils ont un DALO, un droit au logement opposable, qui est reconnu par l'État, soit parce qu'on a une situation de violence intrafamiliale, soit pour plein de raisons, on est face à une situation d'urgence. Donc moi, la seule chose que je ne peux pas donner, comme je dis souvent, c'est ce que je n'ai pas. Donc oui, on attribue 250 logements par an pour des entrants dans le logement social, en plus des mobilités internes. Et dans tout ça, effectivement, quand vous êtes dans une situation d'une telle pénurie, il y a une chose qu'on doit aux habitants et aux habitantes, et moi je me suis toujours engagé là-dessus, c'est la justice. Face à la pénurie, l'exigence de justice, elle est extrêmement importante. Je n'ai pas fait un seul rendez-vous du mandat pour traiter d'une question de logement individuel. Pas une seule fois dans mon bureau. Certains me le reprochent. Comment pouvez-vous imaginer être juste quand vous avez 12 000 personnes qui ont un besoin irrémédiable de logement? Comment est-ce que vous allez faire le tri, vous tout seul, maire comme vous êtes, etc. Moi, je sais exactement comment ça se passe. Quand le maire il commence à s'occuper des attributions de logement, ça finit toujours
dans le népotisme et le clientélisme. Et donc j'ai choisi de ne pas le faire. Et donc en lieu et place, par contre, nous avons recruté une équipe exceptionnelle au service logement qui vous reçoit chaque jour, tous les matins, sans rendez-vous. Et il n'y a pas de queue, il n'y a pas d'attente. Et votre dossier est traité dans la justice pour vous accompagner, pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, pour vérifier que tout est bien à jour, pour maximiser vos chances en vous expliquant vos droits, notamment, pourquoi pas, celui de, en plus de la file active de la mairie, de demander aussi un DALO, un droit au logement opposable, pour pouvoir bénéficier des logements de l'État. Tout ce travail-là, il est mené avec sérieux et effectivement, c'est moins, comment dire, ça vend moins dans les meetings, mais c'est par contre du vrai service public qui est à destination des habitants et des habitantes, et c'est des vraies solutions qui sont proposées. Et oui, on réussit à accompagner de plus en plus de gens, à régler de plus en plus de situations, mais on n'en règle pas assez parce que tout simplement, alors qu'on est un des territoires qui, en Ile-de-France, construit le plus de logements, on n'en construit pas assez. On arrive bientôt à la fin de notre entretien. Pourquoi les Dionysiens devraient-ils vous faire confiance à nouveau ? Pour plein de raisons, toutes celles qu'on a évoquées avant. Mais si je devais résumer les choses, je prendrais une petite métaphore, si vous me permettez. On ne s'arrête pas au milieu du gué. On a lancé une action de transformation lourde qui commence à porter ses fruits, où on le voit physiquement, la ville s'améliore, les commerces sont de plus en plus au rendez-vous, on a déjà des très belles victoires, des très belles réalisations comme la cantine gratuite, où on n'a pas beaucoup parlé d'espace vert, mais on aura fait un bond en avant en termes d'espace vert dans ce mandat qui est absolument exceptionnel. L'ouverture du parc Marcel Cachin le 14 février, à laquelle je vous invite toutes et tous, mais aussi bientôt ici à la Plaine, sur le secteur Montjoie, un parc qui sera enfin créé en plus de Diderot, parce qu'il nous manque un poumon vert qui fera 2 hectares ici à la Plaine, un nouveau parc aussi de 3 hectares sur le secteur Pleyel. Cette adaptation finalement de la ville aux défis climatiques, tout ça, ce sont des politiques qui prennent du temps. Alors oui, on a agi sur la quotidienneté, sur la propreté, sur la police municipale, sur l'éducation. Et oui, on est en train d'agir sur le réaménagement de la ville, sur sa préparation vers l'avenir. Mais tout ça ne se fait pas même en 5 ans, même en 6 ans. Et donc, nous avons besoin de pouvoir finalement continuer ce travail qui a été amorcé pour qu'il produise ses fruits. Rien ne serait pire que finalement de faire un virage à 180 degrés. Quand vous êtes sur un pont et que vous faites un virage à 180 degrés, vous tombez dans l'eau. Et dans l'action publique, ce qui est terrible, c'est quand en permanence, on fait le yo-yo. Et si là, après avoir commencé à finalement faire des efforts, au moment de récolter les fruits, on repartait en arrière, eh bien, on retournerait vers la spirale de dégradation qu'on a quittée en 2020. Et moi, je ne m'y résous pas pour les élections. N'oubliez pas en tout cas les uns et les autres d'aller voter parce que votre voix, elle est cruciale pour l'avenir de Saint-Denis. On va avoir à l'évidence, entre la liste de M. Bakayoko et de la France Insoumise et celle Réussir Ensemble que je porterai, 2 approches très différentes de la ville de Saint-Denis. Soyez au rendez-vous pour bien choisir. Merci beaucoup, Monsieur Hanotin. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt.